Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle série de vidéos consacrée aux corrections des sujets de brevet de 2025. Alors, on attaque cette fois-ci par la correction du brevet d'Amérique du Nord du 4 juin 2025. Alors, vous aviez 5 exercices. Le premier exercice, vous aviez 5 situations à traiter, donc 5 petits problèmes auxquels répondre. Donc attention, on vous disait bien, les 5 situations étaient indépendantes et chaque réponse devait être justifiée, sauf indication contraire. Donc lisez bien les consignes quand vous démarrez pour savoir si vous devez expliquer ou non vos résultats. Donc première situation, un petit exercice de probabilité. On vous disait dans une urne de 40 boules indiscernables au toucher, 5 sont rouges, 20 sont vertes et 15 sont blanches. L'expérience consiste à tirer au hasard une boule de l'urne et à noter sa couleur, et on vous demandait quelle est la probabilité d'obtenir une boule verte. Alors ce qui est important, c'est qu'on vous dit que les boules elles sont indiscernables au toucher. Donc l'expérience, les résultats sont complètement dus au hasard. On regarde, on a 20 boules vertes dans l'urne sur 40 boules au total. Donc on a 20 chances sur 40 d'obtenir une boule verte. On a donc 20 chances sur 40 d'obtenir une boule verte. Donc la probabilité d'obtenir une boule verte, elle est de 20 sur 40. Alors, comme aucune précision était donnée, 20 sur 40, on peut bien sûr le simplifier en 1,5, ou vous pouviez aussi répondre 0,5 ou 50%. Dans la deuxième situation, on vous demandait de décomposer en produit de facteur premier le nombre 1050. Aucune justification n'était attendue, donc vous pouviez très bien utiliser votre calculatrice pour donner la réponse. Le but, c'est de s'entraîner, donc je vais vous donner le détail du résultat. 1050, vous voulez l'écrire comme un produit de facteur premier. Donc vous voyez, regardez, le chiffre des unités, c'est un 0, donc on peut déjà commencer à écrire que c'est 105 fois 10. 105, on voit quoi? On voit la table de 5. Donc on peut écrire 5 fois 21. Donc on vient d'obtenir déjà un premier nombre premier qui est 5. Notre facteur 10, pourquoi il est intéressant? Parce que dès qu'on a un facteur 10, on peut sortir un 2 et un 5. Donc, deux nouveaux facteurs premiers. Il nous reste le 21. 21, on connaît un petit peu nos tables. On sait que c'est 3 fois 7. Et donc, on se retrouve avec 5 fois 3 fois 7 fois 2 fois 5. On réunit les facteurs dans l'ordre. Donc, d'abord le 2. Ensuite, on a une fois le facteur 3. 5 fois 5, ça va s'écrire 5 au carré. Et le facteur 7. Donc, on peut écrire que 1050 a pour décomposition en produit de facteur premier 2 fois 3 fois 5 au carré fois 7. Troisième situation. Un article coûte 25 €. Calculer son prix après une augmentation de 14%. Pour répondre à cette question, vous avez deux possibilités. Soit vous vous souvenez au moins comment on calcule un pourcentage d'un nombre. Donc je vais chercher combien ça fait 14% de 25 €. Donc 14% de 25 €. Vous vous souvenez, 14%, ça s'écrit 14 sur 100. C'est comme prendre n'importe quelle fraction d'un nombre. Qu'est-ce qu'on fait? Le 2, vous pouvez le remplacer par fois. Donc on va écrire 14 centièmes, 14 sur 100, fois 25, qui nous donne 0,14 fois 25. À ce moment-là, vous pouviez prendre votre calculatrice, vous faites 0,14 fois 25 et vous allez obtenir 3,50. Ce que vous venez d'obtenir, c'est le montant de l'augmentation. Vous pouvez dire l'article augmente de 3,50 €.
Et donc, pour obtenir le nouveau prix, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous prenez le prix de départ, 25 € plus 3,50 € et vous obtenez 28,50 €. Donc le nouveau prix est de 28,50 €. Voilà. N'oubliez pas, si vous ne l'aviez pas, le chiffre des centièmes. Donc ça, c'est la première possibilité. Vous pouvez aussi utiliser une méthode plus directe. On se souvient aussi que lorsqu'on augmente une valeur de t%, on obtient directement la nouvelle valeur en faisant quoi? En prenant l'ancienne valeur et en la multipliant par 1 plus t sur 100. Donc t, c'est le pourcentage d'augmentation, notre taux d'évolution. Donc là, on avait quoi? La valeur de départ, c'était 25 €. Je vais le multiplier par combien? Par 1 plus 14 sur 100. 14 centièmes, on l'a déjà vu, ça fait 0,14. Donc 1 plus 0,14, ça nous donne 1,14. Donc on se retrouve avec 25 fois 1,14 et on obtient directement 28,50 €. D'accord? Et la conclusion, ce sera la même que précédemment. Situation numéro 4. Le polygone 2 est un agrandissement du polygone 1. Donc le polygone 2, c'est un agrandissement du polygone 1. Ça veut dire quoi? Que toutes les longueurs du polygone 2, on les obtient à partir de celles du polygone 1 en multipliant par un même nombre k, qui est notre coefficient d'agrandissement. Et on nous dit quoi? Que ce coefficient d'agrandissement, il est de 2,5. Donc on nous donne l'aire du polygone 1. On nous dit c'est combien? C'est 7,5 cm². Donc dans un agrandissement de coefficient k, les longueurs sont multipliées par k, mais les aires, elles sont multipliées par quoi? Par k au carré. Donc l'aire du polygone 2, on va l'obtenir en faisant quoi? L'aire du polygone 1 fois le coefficient au carré qui est combien? Ben, qui est 2,5. Donc ça va nous donner quoi? 7,5 cm² fois le carré de 2,5, ça nous donne 6,25. Maintenant, vous tapez ça sur votre calculatrice et vous obtenez 48,375 cm². Alors, vous ne demandez pas de changer d'unité ou quoi que ce soit, donc vous laissez comme ça. Et vous avez terminé. Pour la situation 5, on vous disait dans une classe de 3e, on note la répartition des tailles des élèves dans le tableau suivant. Donc vous aviez un tableau à 2 lignes, avec en première ligne les tailles des élèves et sur la deuxième ligne les effectifs correspondants. Donc attention, qui dit tableau d'effectifs dit moyenne pondérée. Donc, on va bien faire attention pour chaque valeur d'associer son effectif. Donc pour le calcul de ma moyenne, attention, je vais avoir besoin de place. 2 fois 152, il faut que je compte 2 fois le 152, 4 fois la valeur 157, 2 fois 160, plus 5 fois 162, plus 2 fois 165. Attention, il me reste à compter 4 fois 170, 6 fois 174 et 5 fois 180. Attention, il faut que je divise par quoi? Par l'effectif total. L'effectif total, combien j'ai de valeurs en tout? 2, plus 4, plus 2, plus 5, plus 2,
plus 4, plus 6, plus 5. Alors maintenant, je vais prendre ma calculatrice. Je vais faire la somme des produits par leur effectif pour voir ce que ça va me donner. On trouve 5016 que l'on va diviser par, attention, 2 plus 4 plus 2 plus 5 plus 2 plus 4 plus 6 plus 5, 30. Et on obtient 167,2. Donc la taille moyenne des élèves de cette classe est de 167,2 cm. Pour la deuxième partie, on vous disait quelle est la médiane des tailles des élèves de cette classe. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de repérer quelle est la valeur qui est en position médiane. Et si vous avez déjà fait ça en classe, je vais rajouter une ligne à mon tableau. Je vais calculer les effectifs cumulés croissants. Parce que je sais que j'ai 2 fois la valeur 152. Ensuite, j'ai 4 fois la valeur 157. Ça me fait combien de valeurs en tout? 6. 2 fois la valeur 160. 6 plus 2, ça nous fait 8. Je rajoute les 562, ça fait 13. Les 265, ça fait 15. Les 470, j'arrive à 19. Je rajoute les 674, ça fait 25. Et les 580, je retrouve bien mon effectif total, mais 30 valeurs. Donc maintenant, on fait attention. On voit qu'on a un effectif qui est comment? L'effectif total, il est de 30. 30, c'est comment? C'est pair, c'est 2 fois 15. Donc si on a 30 valeurs, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire 2 groupes de 15. 2 groupes identiques de 15 valeurs. Et la valeur en position médiane, ben, ce sera quoi? Toute valeur qui est entre la 15e et la 16e valeur de la série. Alors, vous aviez vu en classe que par facilité, on prend la moyenne des deux. Donc déjà, si je regarde bien mon tableau, tiens, la 15e valeur, c'est quoi? La 14e et la 15e valeur, ce sont 165 cm. Donc la 15e valeur, c'est 165 cm. Et la 16e jusqu'à la 19e, c'est 170. Donc si je prends la 15e et 16e valeur de la série, c'est 165 et 170. Donc je vais prendre quoi? Je vais prendre la moyenne de ces deux valeurs. Et la moyenne de 165 et 170, c'est combien? C'est 167,5 cm. Et on conclura quoi? Que la médiane des tailles de cette classe, la taille médiane, ou la médiane des tailles de cette classe est de 167,5 cm. Voilà pour le premier exercice. Alors dans l'exercice 2, vous aviez un problème de géométrie avec différentes questions. Donc vous aviez une figure qui n'était pas à l'échelle, hein, comme souvent, qui était donnée. Donc ça veut dire quoi? Si elle n'est pas à l'échelle, elle n'est pas en vraie grandeur, comme vous le dites, c'est que si vous avez des longueurs à trouver, ça ne sert à rien de prendre la règle et d'aller mesurer dessus. Non, il va falloir utiliser des propriétés que vous avez vues en classe en général. Ah, donc on connaît soit le théorème de Thalès, soit le théorème de Pythagore, soit la trigonométrie. Vous avez plein de manières de trouver des longueurs qui manquent au niveau des figures. Hein. On voit qu'il y a des triangles, donc c'est pour ça que je parlais de trigonométrie de Thalès ou de Pythagore. Donc on va voir si on aura besoin de les utiliser dans ce cas-là. Mais on ne peut pas se contenter de prendre la règle et d'aller mesurer, sauf si on vous le demande clairement. Alors, on a les données suivantes. Les points A, B, E et M qui sont alignés. Donc tous ces points sont sur une même droite. Les points A, C et D sont aussi alignés, donc ils sont sur une même droite. On disait quoi? Que les triangles A, D, E et A, B, C étaient respectivement rectangles en E et en B. Et on nous donnait les longueurs des côtés AD, avec AD égale 70 mètres, BC 30, AC 50,
et la mesure de l'angle DME qui est là, 60 degrés. Donc ils ont été assez gentils puisque toutes les données qui sont marquées ici, elles sont reportées par différents codages sur la figure. Alors on va regarder la première question qui était posée, c'était de calculer la longueur AB qui est ici. Alors on regarde bien, on nous a dit quoi dans l'énoncé tout à l'heure, que le triangle ABC qui était ici, c'était un triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, vous connaissez deux longueurs sur les trois. Si vous avez été attentif lors de votre année de 4e et de 3e, vous savez que pour répondre à cette question, il nous suffit d'utiliser quoi? Il nous suffit d'utiliser le théorème de Pythagore. Donc on va dire quoi? Le triangle ABC rectangle en B. Et donc d'après le théorème de Pythagore, on a... Alors attention, je repère l'hypoténuse du triangle CAC. Donc AC au carré égale BA au carré plus BC carré. Une fois qu'on a écrit notre égalité avec les lettres, on va regarder qui est connu, AC et BC, on va les remplacer. Ça nous donne quoi ici? 50 au carré. BA, ben c'est ce qu'on cherche. AB. On laisse BA au carré, plus BC, on le connaît. C'est 30, donc ça nous donne BC au carré, 30 au carré. On a bien fait attention qu'on avait bien les mêmes unités. Je suis en mètres, je suis en mètres. Donc ici, 50 fois 50. Alors, je peux le faire de tête, hein, 5 fois 5 fois 10 fois 10, 2500. BA au carré, c'est toujours ce que je cherche. Et 30 fois 30, 3 fois 10 fois 3 fois 10, ça nous fait 900. Alors attention, BA au carré plus 900, ça fait 2500. La valeur de BA au carré, on va la trouver en faisant quoi? 2500 moins 900. Donc, BA au carré égale 2500 moins 900, ce qui nous fait 1600. BA, c'est une valeur positive puisque c'est une longueur. Donc pour trouver quel est le nombre qui au carré donne 1600, je vais faire quoi? Racine carrée de 1600. 16, on sait que c'est 4 fois 4. On a fois 100 avec les deux zéros, donc c'est 10 fois 10. Donc on peut trouver que BA est égal à 40. Alors vous inquiétez pas, vous pouvez très bien le taper sur la calculatrice pour avoir votre résultat. Donc on vient de trouver que la longueur AB est de 40 mètres. Alors, montrez que les droites DE et BC sont parallèles. Alors regardez, si je prolonge les côtés DE et BC, voilà, je les vois bien, mes droites, elles sont là. Alors, on nous serait tenté, beaucoup d'élèves sont tentés quand il y a ce genre de questions, droite parallèle, ils pensent à leur année de 3e et ils pensent de suite à vouloir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Or, là, c'est pas possible, puisqu'on ne les a pas A, B et AE. Et des fois, c'est beaucoup plus simple que ça. Il suffit de creuser un petit peu dans ses souvenirs, mais il y a un autre moyen de montrer très simplement que des droites sont parallèles. C'est quoi? C'est si elles sont perpendiculaires à une même droite. On repart en 6e. Et regardez là, BE. On avait quoi? Les triangles AED et ABC. Ils étaient tous les deux rectangles en quoi? En E et en B. Donc ici, vous avez des angles droits. Donc ça veut dire quoi? Que DE, elle est perpendiculaire à EB, et qu'ici, BC, elle est perpendiculaire à BE aussi. Donc on va le dire tout ça. Les droites DE et BC sont toutes les deux perpendiculaires à BE. Or, si deux droites sont perpendiculaires à une même droite, elles sont parallèles. Voilà la question 2 rédigée. Alors, question 3, montrez que la longueur DE qui est ici, est égale à 42 mètres. Alors, comment on va pouvoir faire pour trouver cette longueur? On va dire, est-ce qu'on utilise une nouvelle fois le théorème de Pythagore? Alors, on sait que le triangle ADE est rectangle, mais on n'a qu'une seule longueur. Donc, avec une seule longueur, je ne pourrais pas calculer la longueur montante. Dans le triangle DEM, le triangle est bien rectangle, on a un angle, mais si j'avais voulu utiliser la trigonométrie pour calculer la valeur de DE, il aurait fallu que je connaisse une des autres longueurs. Et ce n'est pas le cas ici. Donc, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qui me reste? On se souvient que
Ici, on nous a dit que les points ADC étaient alignés ainsi que les points ABME. On vient de montrer quoi? Qu'ici, les droites étaient parallèles. Donc, ça veut dire que les deux triangles que j'ai ici, ABC et ADE, ils sont en quoi? En configuration papillon, d'accord? Donc, on va pouvoir utiliser le théorème de Thalès là-dedans. On va rédiger un petit peu tout ça. Donc, les deux triangles auxquels on s'intéresse, on va justifier qu'ils sont bien en configuration de Thalès. Les triangles ABC et ADE sont tels que on a bien deux droites qui sont séquentes. On a bien CD et BE qui sont séquentes en A. La deuxième condition, on l'a bien puisqu'on l'a montré à la question 2, c'est que les droites DE et BC sont parallèles. On va donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Et il nous dit quoi le théorème de Thalès? Que AD sur AC c'est très bien puisque je connais les deux longueurs, est égal à quoi? À AE sur AB est égal à quoi? Alors j'ai choisi de commencer par le triangle ADE, donc est égal à DE sur BC. Donc je vais faire apparaître toutes les longueurs connues. Alors on regarde bien, AD on l'avait, ça faisait 70. AC, ça fait combien? Ça fait 50. AE, on ne le connaît pas. Ensuite, AB. AB, on vient de le calculer, c'est 40. DE, c'est ce qu'on cherche. Et BC, ça fait combien? Ça fait 30. Alors attention, on voit qu'on connaît les deux valeurs du premier quotient, 70 et 50. Nous, je vous rappelle qu'on cherche DE et qu'on connaît la valeur qui est associée dans le troisième quotient. Alors, est-ce que c'est utile de chercher AE pour le moment? Non. Nous, on a besoin de DE. Alors, si 70 divisé par 50, c'est pareil que AE divisé par 40, c'est pareil que DE divisé par 30, ben, je vais directement prendre l'égalité entre ce quotient et ce quotient. D'accord? Je peux dire directement que 70 divisé par 50, c'est la même chose que DE divisé par 30. Donc ça va nous donner quoi? Donc, s'il y a besoin, regardez, je l'aurais écrit, j'utilise l'égalité. Donc 70 sur 50 égale DE sur 30. Maintenant, si j'utilise l'égalité des produits en croix, je peux dire quoi? Que 50 fois DE, c'est égal à 70 fois 30. Et donc, pour déterminer DE, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le produit de 70 fois 30 et je vais le diviser par 50. On a donc DE égale 70 fois 30 divisé par 50. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous obtenez 42. On n'oublie pas de conclure, la longueur DE est bien égale à 42. On vient de finir la question 3, on peut passer à la question 4. Montrer que la longueur EM est environ égale à 24,2 mètres. Alors, regardons bien, comment je peux trouver EM? On a dit tout à l'heure que le triangle DEM était un triangle rectangle. Or, pour le moment, à part DE que je viens de calculer, je n'ai pas d'autre longueur, donc il faudrait que j'en connaisse 2 sur 3 si j'étais inspiré pour utiliser le théorème de Pythagore. Ce n'est pas possible. EM, ce n'est pas une des longueurs des deux triangles en configuration de Thalès, donc on ne pourra pas utiliser ce qu'on a vu tout à l'heure. Par contre, je vois qu'à l'intérieur du triangle DEM, qui est bien rectangle en E, en plus de la longueur de DE que je viens de calculer, j'ai la mesure d'un angle. Mais je cherche une autre longueur.
on sait qu'on va pouvoir résoudre notre problème grâce au quoi? Grâce aux formules de trigonométrie. Il faut voir maintenant dans ce triangle qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cherche. Donc je connais la mesure de l'angle DEM, je connais la longueur de DE qui est quoi par rapport à cet angle? C'est le côté opposé. D'accord? Et je cherche quoi? Je cherche la longueur de EM qui est le côté adjacent. Attention, je rappelle que DM c'est le côté opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc EM c'est forcément le côté adjacent à l'angle. Donc je cherche dans ma formule magique K sur 3, quelle est la formule trigonométrique qui met en lien un angle, son côté opposé, son côté adjacent? C'est la tangente. D'accord? Donc on va pouvoir écrire quoi? Que dans le triangle DEM rectanglant E, on a tangente. Alors l'angle c'était quoi? C'était DME. Tangente de l'angle DME, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Hein. Je rappelle TOA, casse TOA, opposé sur adjacent, DE sur EM. Si je remplace les valeurs qui sont connues par le valeur, je connais la mesure de l'angle. Ça nous donne quoi? Tangente de 60 degrés est égal à quoi? DE, je le connais, c'est 42 mètres. D'accord? Et je cherche EM. Alors, on se souvient tous de ce qu'on a vu en classe. Quelle va être la petite astuce pour trouver la longueur EM? D'abord, tangente de 60, je le mets sur 1. Et là, grâce à mon égalité des produits en croix, je vais pouvoir en déduire quoi? Que EM vaut combien? 1 fois 42. Donc 42 divisé par tangente de 60. Il me suffit de prendre ma calculatrice et de rentrer 42 divisé par tangente de 60. Et je vais trouver quoi? Donc on voit qu'on a bien 24,24, etc. Donc on est bien à 24,2. Attention, l'unité c'était des mètres. DE est en mètres, donc EM est en mètres aussi. On n'oublie pas de conclure, EM est bien environ égal à 24,2 mètres. Alors attention, en déduire l'aire du triangle AMD. Alors attention, quand on voit en déduire, en général, on a appris qu'on est censé utiliser la réponse de la question précédente, ou au moins les réponses des questions précédentes, pour résoudre notre problème. Alors, pour calculer l'aire d'un triangle, on a besoin de quoi? De la longueur d'un côté fois la longueur de la hauteur associée à ce côté. Alors, si je regarde bien le triangle AMD, la seule longueur que je connais pour le moment, c'est celle de AD. Mais il faudrait que je connaisse donc la hauteur relative au côté AD, c'est-à-dire la hauteur issue de son M. Je ne la connais pas. Alors, par rapport à ce qu'on me demande, si j'utilise le résultat de la question précédente, c'est-à-dire ME, ça me permettrait de connaître quoi? Ça me permettrait de connaître AM dans ce triangle. D'accord? Ça me permettrait de connaître la longueur AM, éventuellement de trouver la longueur AM si je connaissais AE. Et par rapport à ce côté, quelle est la hauteur? Ben, je regarde le sommet opposé, il est là. La hauteur relative au côté AM, c'est DE. Donc il faudrait que je connaisse la longueur de DE. On la connaît, je vous rappelle, on l'avait calculé. C'était combien? C'était 42. Donc je connais ME. Pour trouver AM, il faudrait que je connaisse AE. J'ai bien la longueur associée. Est-ce que c'est possible de trouver AE? Alors je vous rappelle que dans les questions précédentes, à la question 3, regardez, dans nos égalités, on avait 70 sur 50 égale à AE sur 40. Donc de la même manière que j'ai calculé DE, je vais pouvoir calculer AE. Donc, en reprenant l'égalité de Thalès de la question 3, je n'ai pas besoin de tout rédiger.
Je vais ainsi en déduire rapidement la valeur de AE. Qu'est-ce qu'on fait? 70 fois 40 divisé par 50. Ça nous donne précisément 56 mètres. D'accord? Donc maintenant que je connais ici la valeur de AE, je sais que M, ça fait environ 24,2. Je vais pouvoir en déduire une valeur rapprochée de AM. On y va. Alors attention, vous voyez, j'ai changé l'égalité par environ, puisque la valeur que je vais utiliser pour ME, c'est une valeur approchée. 56 mètres moins 24,2 mètres, ça nous donne environ 31,8 mètres. Donc AM, c'est à peu près égal à 31,8 mètres. Maintenant, on a dit, attention, pour calculer l'aire du triangle, on va faire quoi? Côté fois hauteur divisé par 2. Donc AM fois DE divisé par 2. Donc l'aire du triangle AMD, ça va être AM fois la hauteur relative au côté AM, c'est-à-dire DE divisé par 2. Et attention, je remplace par les valeurs. Donc AM, c'est environ 31,8. Donc vous voyez encore une fois, je change par une valeur approchée, donc moins égal, transformant environ. 31,8 mètres fois DE qui mesurait combien? Qui mesurait 42 mètres. Et je divise par 2. J'obtiens que l'aire du triangle AMD, c'est environ 667,8 mètres. Alors l'exercice 3, qui n'est pas le plus long, qui est assez sympa, on va voir. On considère les deux programmes de calcul suivants. Donc un premier programme qui vous dit quoi? Choisir un nombre multiplié par 3, ajouter 15, diviser par 3 et soustraire le nombre de départ. Et le programme B, vous voyez, qui se partage en deux morceaux. Ça, sur les différents sujets depuis quelques années, c'est assez fréquent. Donc à gauche, qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire 1. À droite, on va soustraire 6. Les deux résultats, on les remultiplie et on ajoute 5. Alors attention, première question, montrer que lorsque le nombre choisi est 4, le résultat avec le programme A est 5. Alors, vous avez le droit de faire tranquillement étape par étape. Regardez, mon nombre choisi c'est 4. Ensuite, je fais quoi? Je multiplie par 3. 4 fois 3, ça fait 12. Ensuite, j'ajoute 15. Je fais 12 plus 15, ça fait 27. Je divise par 3. 27 divisé par 3, ça nous fait 9. Et je finis, qu'est-ce qu'on doit faire? Soustraire le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était 4. Donc je finis par 9 moins 4. Et ça me fait bien 5, c'est ce qui était demandé. Donc si on choisit 4, on obtient bien 5. Question 2, on vous demandait de recommencer, mais cette fois-ci avec un nombre négatif. Donc regardez, on va recommencer. J'ai moins 2. Ensuite, moins 2, je le multiplie par 3. Donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6. J'ajoute 15. Moins 6 plus 15, ça nous fait, comme 15 moins 6, ça fait 9. D'accord? Ensuite, je fais 9 divisé par 3.
ça me donne 3. Et je soustrais le nombre de départ, attention. 3 moins le nombre de départ qui était moins 2. C'est comme 3 plus 2 et ça me donne 5. Donc si je choisis le nombre moins 2, de nouveau j'obtiens 5. Question 3. Justifiez que l'affirmation suivante est vraie. Le programme A donne toujours le même résultat. Alors on vient de voir que sur nos deux exemples, on avait obtenu 5. D'accord? Donc ça veut dire que ce programme, il donnerait toujours 5 comme résultat. Attention, la question, c'est pas est-ce que l'affirmation suivante est vraie? On vous dit justifier que c'est vrai. Donc ça l'est forcément. Donc ça veut dire a priori que peu importe le nombre qu'on met au départ, ça donne toujours 5. Et ça, il faut montrer que c'est vrai tout le temps. Donc là, on n'a pas le choix. La réponse, ça peut pas être non. Donc on ne peut pas se contenter de chercher un nombre, de trouver sur un exemple, de prouver sur un exemple que ça ne marche pas. Si on veut montrer que ça marche tout le temps, on est obligé d'utiliser le calcul littéral. Donc on va dire quoi? Comment on va l'appeler? On va dire soit x ou soit n notre nombre de départ. D'accord? Donc soit x le nombre choisi au départ. Et on va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Alors attention, j'ai choisi x. Ensuite, je fais quoi? Je le multiplie par 3. Donc x multiplié par 3, c'est x fois 3, ça fait 3x. J'ajoute 15. Avec 3x, j'ajoute 15, ça fait 3x plus 15. Et là, on ne peut pas simplifier davantage l'écriture. 3x plus 15, on veut que je le divise par 3. Alors attention, 3x plus 15 divisé par 3. C'est peut-être le moment qui était un peu plus compliqué pour les élèves. On va faire le contraire de quand on additionne deux fractions. On garde le dénominateur commun et on ajoute les numérateurs. Mais là, regardez, je vais faire le contraire. Je vais casser ma fraction. Je peux dire que c'est 3x sur 3 plus 15 sur 3. Donc 3x divisé par 3, ça fait quoi? Ça fait x, et 15 divisé par 3, ça fait 5. Donc 3x plus 15 divisé par 3, vous divisez par 3 chacun des termes du numérateur, ça me donne x plus 5. Et on n'oublie pas qu'il y avait une dernière étape, soustrait le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était quoi? C'était x. Si je prends mon dernier résultat, x plus 5, et que je soustrais mon nombre de départ, ça me donne quoi? X plus 5 moins x. Regardez, x moins x, il reste quoi? Il reste 5. Ça veut dire que peu importe la valeur que je peux donner à x au départ, regardez, le résultat ne dépend pas de x, ce sera tout le temps 5. Voilà pour la question 3. Alors, question 4. Lorsque le nombre choisi est 10, quel résultat obtient-on avec le programme B? Alors, regardez, c'est pareil, vous pouvez faire avec des petits schémas. J'ai 10 au départ. À gauche, ça donne quoi? Je soustrais 1, ça va faire 10 moins 1, ça fait 9. À droite, on vous dit de faire quoi? Soustraire 6. Je prends 10 et je fais 10 moins 6, ça donne 4. Je prends mes deux résultats, je fais quoi avec? Multiplier les deux résultats obtenus. 9 fois 4, ça fait 36. Et pour terminer, on me demande de faire quoi? D'ajouter 5. Donc je vais faire 36 plus 5, ce qui me donne 41. Donc si on choisit 10, on obtient 41 avec le programme B. Et on arrive presque au bout. Question 5, il existe exactement deux nombres pour lesquels les programmes A et B fournissent à chaque fois des résultats identiques. Quels sont ces deux nombres? Alors, on rappelle que le programme A, peu importe ce qu'on lui donne, il va toujours nous donner quoi comme résultat? 5. D'accord? Par contre, peu importe la valeur x qu'on donne, que va nous donner le programme B? On sait que le programme A, lui, le résultat, c'est toujours égal à 5. Le programme B, attention, si je mets x au départ, regardez, à gauche, je soustrais 1, ça va faire x moins 1. À droite, je soustrais 6,
ça me donne x moins 6. Qu'est-ce que je dois faire? Les deux résultats ici, je dois les multiplier. Attention, on doit faire les soustractions avant la multiplication. Donc il faut que je pense quoi? À mettre des parenthèses. X moins 1 facteur de x moins 6. Et en dernière étape, on voulait faire quoi? On voulait ajouter 5. Donc ça va me donner quoi? X moins 1 facteur de x moins 6 plus 5. Donc le programme B, ça donne toujours quoi? X moins 1 facteur de x moins 6 plus 5. Donc on va chercher maintenant pour quelle valeur de x on veut que les deux résultats soient identiques. Ok, c'est-à-dire que x moins 1 facteur de x moins 6 plus 5, ce soit bien égal à 5. Alors regardez bien ce qui se passe. Quand on met notre problème en équation, on cherche x tel que le résultat du programme A est égal au résultat du programme B. Donc, ce qu'on a dit, x moins 1 facteur de x moins 6 plus 5, c'est en fait égal à 5. D'accord? Puisque le programme A, lui, donnait tout le temps 5. On s'aperçoit que on a quoi de chaque côté? On a 5. Donc, on a appris que quand on a une équation, on peut soit ajouter la même valeur, soit enlever la même valeur aux demandes de l'égalité. D'accord? Et on obtient une nouvelle égalité avec les mêmes solutions. Donc là, ça correspond à avoir quoi? On va avoir 0, si j'enlève 5 à gauche, il va me rester x moins 1 facteur de x moins 6 à droite. J'aurais pu l'écrire comment? Ça, j'aurais pu l'écrire aussi. X moins 1 facteur de x moins 6 égale à 0. On reconnaît quoi? Une équation produit nul. Et on se souvient, une équation de produit nul, comment on trouve les solutions? On sait que si un produit de facteurs est nul, alors au moins l'un de ces facteurs est nul. Alors là, je multiplie x moins 1 avec x moins 6. Si le produit est égal à 0, ça veut dire quoi? Que soit x moins 1 est égal à 0, soit c'est x moins 6 qui vaut 0. Alors, ce n'est pas l'équation la plus difficile à résoudre. Hein. X moins 1 égale à 0, ben, vous remplacez x par combien? Par 1. D'accord? Vous pouvez rajouter plus 1 de chaque côté, ça nous donne bien x égale 1. Et x moins 6 égale à 0, je remplace x par combien? Ben, c'est 6 moins 6 qui donne 0, donc ça veut dire x égale à 6. Ça veut dire quoi? Que si je prends 1 ou 6 comme nombre de départ, d'accord, les deux programmes, ils vont être égaux à combien? Ils vont tous les deux donner 5 comme résultat, ils vont donner le même résultat. Alors, il faut donc choisir 1 ou 6 comme nombre de départ pour que les deux programmes donnent le même résultat, c'est-à-dire 5. Alors, on démarre tout de suite l'exercice 4. On commençait avec une question à partir d'un graphique. On vous disait quoi? À l'approche d'une course organisée par son collège, Malo s'entraîne sur un parcours de 13,5 km. Et on vous disait la courbe ci-dessous représente la distance parcourue par Malo en kilomètres en fonction du temps écoulé en minutes. Vous voyez bien, vous avez bien vous avez bien la distance en fonction du temps. Première question, vous disiez le temps et la distance parcourue par Malo sont-ils proportionnels? Sans vous embêter à aller chercher des informations sur le graphique, tout simplement, vous avez vu dès la 4e que vous pouviez facilement voir lorsque vous aviez une courbe représentative d'une situation, voir si cette situation était bien une situation de proportionnalité, directement en regardant quoi? Ben, si la courbe qu'on obtenait, c'était une droite qui passait par l'origine, ça doit vous rappeler des choses. Or là, clairement, quand je regarde la distance parcourue en fonction du temps, il y a peut-être des parties qui sont linéaires, mais vous n'avez pas une droite. Donc clairement, le temps et la distance parcourue par Malo, ce ne sont pas des grandeurs proportionnelles dans cette situation. Et on va le justifier tout simplement comme ça. Le graphique représentant la dépendance entre les deux grandeurs, c'est-à-dire le lien entre les deux grandeurs, n'est pas une droite, on le voit clairement. Alors, je n'ai même pas précisé passant par l'origine, parce que ce n'est pas une droite. Donc, de toute façon, donc le temps et la distance ne sont pas proportionnels.
Alors maintenant, on poursuit. À partir du graphique, vous aviez des petites questions. Quelle distance Malo a-t-il parcouru au bout de 20 minutes? Donc vous regardez, au bout de 20 minutes ici, je monte sur le graphique, je regarde la distance correspondante. C'est combien? C'est 4,5 km. On ne vous demandait pas de justifier. Alors, des fois, on peut vous demander aussi de rendre la copie avec les pointillés, d'accord, comment vous avez vu. Donc là, on voit, pour 20 minutes, j'ai 4,5 km. La distance est en kilomètres. Alors, on poursuit. Question 3. Combien de temps a-t-il mis pour faire les 9 premiers kilomètres? Donc, encore une fois, on ne demandait pas de justifier. On a quand même besoin de lire sur le graphique. Alors, 9 km, on voit que c'est ici. On avait fait les 9 km. Regardez. Vous marquez avec la règle. 9 km, on est où? On est à cet endroit-là. On va regarder. 9 km, ça correspond à un temps de 50 minutes. Et on avait terminé la question 3 en ayant répondu que Malo avait mis 50 minutes pour réaliser les 9 premiers kilomètres. On passe à la suite. Quelle est la vitesse moyenne de Malo lors de cette course? Exprimez le résultat au dixième de kilomètre par heure. Alors pour calculer une vitesse moyenne, on a besoin de quoi? V égale la distance totale divisée par la durée totale du parcours. Donc la distance totale, on nous le dit, c'est 13,5 km. Le temps total, c'est de combien? C'est de 80 minutes. Alors attention, si on veut une vitesse en km par heure, il faut que notre distance elle soit en kilomètres, mais que notre durée, elle soit aussi en heures. Alors regardez, V égale D sur T. D, on sait que c'est combien? 13,5 km. T, donc on l'a en quoi le temps? On l'a en minutes pour le moment. C'est 80 minutes. Si je veux convertir des minutes en heures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 80 divisé par 60. C'est 80 soixantièmes d'heure. Et 80 soixantièmes, attention, regardez, c'est la même chose que 8 sixièmes, et 8 sixièmes, ça fait quoi? Ça fait 4 tiers. 4 tiers d'heure. Alors, ce que je fais, c'est que si je fais 4 divisé par 3, je ne vais pas obtenir une valeur exacte. Donc pour le moment, soit je le laisse sous cette forme-là, soit je le laisse sous cette forme-là pour faire mon calcul. Ok? Donc je vais dire quoi? V égale 13,5 km divisé par 4 tiers d'heure. D'accord? Et divisé par 4 tiers, c'est comme multiplier par 3 quarts. Et attention, ça va nous donner combien? Ça va nous donner 10,125 km par heure. Alors attention, il y a... Donc pour ceux qui ont du mal avec l'utilisation des formules et éventuellement les conversions, je vous propose une autre possibilité, c'est d'utiliser un tableau de proportionnalité. Regardez. Là, vous connaissez la distance en kilomètres pour un temps qui est de 80 minutes. Quand vous cherchez une vitesse en kilomètres par heure, ça veut dire le nombre de kilomètres parcourus en une heure, c'est-à-dire 60 minutes. Donc vous faites 13,5 fois 60 divisé par 80 et vous allez voir que vous allez obtenir exactement la même chose. Alors, petit simple, Louise et Hilal ont couru sur le même parcours de 13,5 km. Louise a une vitesse régulière égale à 12 km par heure et Hilal a une vitesse régulière égale à 10 km par heure. Sachant que Louise et Hilal sont partis en même temps, qui a été le premier à franchir la ligne d'arrivée?
sans faire aucun calcul et avec du bon sens, vu que les deux élèves sont partis en même temps, il suffit de regarder celui qui court le plus vite, celui qui a une vitesse moyenne la plus importante. Donc 12 km/h, c'est supérieur à 10 km/h. On voit bien que c'est Louise qui arrivera en premier. Alors on finit ce quatrième exercice avec la question B. On vous disait quelle distance sépare Louise et Hilal lorsque le premier des deux franchit la ligne d'arrivée. Alors ce qu'il faut que je sache, c'est en combien de temps Louise a réalisé son parcours. Et comme ça, connaissant ce temps et la vitesse d'Hilal, je pourrais savoir quelle distance il a parcouru à ce moment-là. Puisque Louise, elle a parcouru les 13,5 km, donc il faut que je sache combien Hilal a parcouru. Pour calculer le temps qu'a mis Louise sur son parcours, je vais faire quoi? La distance parcourue par la vitesse de Louise. La distance totale, c'est toujours la même, 13,5 km. Et on a une vitesse qui est de combien? De 12 km par heure. Ça me permet donc d'obtenir ma durée en heure, qui est de quoi? Si je fais la division 13,5 divisé par 12, 1,125 heures. Donc j'ai 1 heure et 0,125 heures. Ce temps en heure, je vais directement l'utiliser pour retrouver la distance qu'aura parcouru à ce moment-là Hilal. Ah, il aura couru aussi lui 1,125 heures, mais à la vitesse de 10 km/h. La distance parcourue dans le même temps par Hilal est de alors D c'est V fois T. On a une vitesse de 10 km par heure fois une durée de 1,125 heures. Et ça nous fait quoi? 11,25 km. Donc ça veut dire que quand Louise est arrivée et a parcouru ses 13,5 km, Hilal, lui, il a parcouru 11,25 km. Donc l'écart entre les deux va être de combien? Donc là, c'était la distance d'Hilal. 13,5 km moins 11,25 km. Et ça nous donne 2,25 km. Donc on va dire, lorsque Louise franchit la ligne d'arrivée, 2,25 km sépare les deux élèves. Encore une fois, pour déterminer les grandeurs dont on avait besoin, pour la durée mise par Louise pour terminer son épreuve et la distance qu'a parcourue au même moment Hilal, on aurait pu utiliser un tableau de proportionnalité. Regardez, si je fais un tableau distance-temps, distance toujours en kilomètres et la durée, le temps en minutes. Si je veux savoir quel est le temps mis par Louise pour parcourir ces 13,5 km, je sais quoi? Je sais que Louise, elle fait 12 km en 60 minutes, puisque sa vitesse, c'est de 12 km par heure. Donc je me dis, en 12 km en 60 minutes, combien de minutes pour faire 13,5 km? Petit produit en croix, 60 fois 13,5 divisé par 12. Donc une fois que j'avais trouvé le temps mis par Louise pour faire son parcours, je refaisais un autre tableau. La distance en kilomètres. Le temps toujours en minutes. Et donc, je savais par contre que Hilal, lui, faisait 10 km en 60 minutes. Je prenais la valeur que j'avais ici, d'accord? Au même moment, quand Louise est arrivée pour ce temps-là, quelle est la distance parcourue par Hilal? Alors, si vous aviez fait ici, vous trouviez combien? 60 fois 13,5 divisé par 12. On trouvait
67,5. Et votre 67,5 ici, ben vous disiez, tiens, s'il fait 10 km en 60 minutes, ben non, c'est 67,5 minutes. Quelle distance il a parcouru? Et là, vous faites 10 fois 67,5. D'accord? La diagonale avec les deux nombres connus, on multiplie. Et après, on divise par le nombre qui est dans la diagonale, où il y a la valeur que l'on cherche, divisé par 60. Et là, vous trouvez quoi? Si vous faites ça sur votre calculatrice, vous retrouvez bien 11,25. Donc, vous voyez, alors là, je l'ai fait très brièvement, mais voilà deux manières de répondre aux questions. Alors, pour finir ce brevet d'Amérique du Nord, on passe à l'exercice 5. On vous disait, attention, dans cet exercice, aucune justification n'est attendue. Donc là, soit vous réussissez, soit il n'y a pas de point. Donc attention, dans cet exercice, pas de justification, il faut quand même bien réfléchir à ce qu'on écrit. Il faut être précis. Donc partie 1, les motifs. Donc vous avez 3 scripts. 1, 2, 3. Et la première question, vous disiez quoi? Les scripts 1 et 2, donc c'est pour ça que j'ai remis que les scripts 1 et 2, permettent chacun d'obtenir un des dessins ci-dessous, associer chacun des scripts à son dessin. Donc on voit que la description du motif 1, bon, on met le stylo en position d'écriture, et on répète quoi? On répète 3 fois, avancer de 30 et tourner de 120. Donc ça veut dire que si on avance de 30 et qu'on tourne 3 fois, on a quoi? On a 3 côtés et 3 angles. Le seul qui peut correspondre ici, c'est le dessin numéro 2. A priori, regardez, triangle équilatéral, on avance à chaque fois de 30. On est ici, on tourne de 120, donc à l'intérieur, on a un angle de 60 dans chacun. On réavance de 30, on tourne de 120 à l'intérieur, j'ai bien un angle de 60. Donc c'est ce cas-là. Donc motif 1, dessin numéro 2, et on vérifie que le script 2, ça correspond bien au dessin 1, puisqu'ici on a quoi? Répéter 6 fois, avancer de 30 et tourner de 60. Donc si on avance 6 fois de 30, on va avoir 6 côtés. À chaque fois, quand vous avez avancé, qu'est-ce que vous faites? On vous dit tourner à gauche de 60. Donc ici, vous tournez de 60. Ça veut dire qu'à l'intérieur, tous les angles que vous avez, ils font 120 degrés. Donc là, il suffisait de répondre script 1. Vous faisiez une phrase, vous disiez dessin 2. Et script 2, dessin 1. Donc pour démarrer, ce n'était pas une question très difficile. Alors ensuite, le script 3 permet d'obtenir le losange ci-contre. La partie du script effacé contient les 3 instructions A, B et C. Sur votre copie, recopiez dans le bon ordre les instructions cachées. Chaque instruction ne doit être utilisée qu'une fois. Alors on montre, le départ il est comme ça, on part dans ce sens. D'accord? À 90 pour ceux qui se souviennent un petit peu. Donc on a mis notre stylo en position d'écriture. On se souvient bien quel est l'objectif, c'est de construire un losange. Donc ici on voit qu'on a quoi? Avancer de 30. Ça apparaît déjà, on l'a fait. Une fois que j'ai avancé de 30, je suis ici. Il faut que je construise mon angle. Attention, si ici j'ai un angle de 60, on l'a vu tout à l'heure avec le triangle. Ici, il va falloir que je tourne de combien? 180 moins 60. D'accord, il faut l'angle plat. Donc 180 moins 60, ça fait un angle de 120. Donc il va falloir que je tourne de 120 degrés. Donc la première instruction, ce sera la B. Donc on va mettre B d'abord. Ensuite, une fois que j'ai tourné de 120, il faut que j'avance encore de 30. On est dans un losange, tous les côtés, ils ont la même longueur, donc ça va être l'instruction C. Et je finis une fois que je suis là. Attention, de combien il faut que je tourne ici. Alors on est dans un losange, les angles opposés, ils ont la même mesure, donc si ici j'ai 120, ici je dois avoir aussi 120 degrés. Donc pour avoir 120 à l'intérieur, ici il faut que je tourne de combien? Le supplémentaire, 180 moins 120, c'est 60. Tourner à gauche de 60 degrés, donc c'est le A. Et une fois que je suis là, d'accord, je tourne de 60 degrés, je recommence une fois. D'accord, c'est pour ça qu'on a un répété 2 fois. Je recommence, avancer de 30. Ici 60, là donc 60, donc je vais de nouveau tourner de 120. J'avance de 30. Et si je veux que mon lutin il se remette en position de départ, je tourne comme ici, de 60 degrés.
et il est revenu au départ. Donc, les instructions qui étaient cachées dans l'ordre, c'était B, C et A. Alors, on poursuit ce 5e exercice avec la deuxième partie où on vous donnait le script principal. D'accord? Et il y avait marqué quoi? Quand le drapeau vert est cliqué, aller à x-200, y0, effacer tout, s'orienter à 90. Donc, on rappelle, s'orienter à 90, c'est à l'horizontale. Mettre motif à nombre aléatoire entre 1 et 3. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qui l'ont jamais utilisé, on vous rappelle à quoi sert ce bloc. Donner un nombre entier au hasard parmi 1, 2 et 3. Et on dit quoi? Si la variable motif, elle est égale à 3, alors on répète 6 fois, on construit le motif 3 et on avance de 60. Et on dit dire voici le dessin, sinon dire perdu. Alors on reviendra un petit peu après sur ce qu'il y a là-dedans. Première question, elle était très simple. Quelles sont les coordonnées du point de départ du lutin? Quand on lance notre programme, quand on clique sur le drapeau vert, qu'est-ce qui se passe? On dit au lutin d'aller où? En x-200, y égale 0. Les coordonnées du lutin, l'abscisse et l'ordonnée sont -200, 0. Et on avait terminé. Voilà, vous avez vos points. Alors, par la suite, on vous disait quoi? Parmi les 5 captures d'écran proposées ci-dessous, seules 2 sont possibles, lesquelles? Alors, c'est là où il va falloir regarder un petit peu plus en détail ce que nous disait le programme. On a déjà un petit peu parlé, mais pourquoi ce serait plus cette capture d'écran ou cette capture d'écran? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le programme? Alors, je vous ai remis le motif 3. Le motif 3, voilà, c'était le losange. On se souvient que c'est ce losange. Et on nous dit, bah, c'est comme si on lançait un dé, sauf que là, on a le choix simplement entre 3 résultats, 1, 2 ou 3. Si le résultat qu'on obtient, c'est 3, qu'est-ce qui va se passer? Le lutin, il va répéter quoi? 6 fois la même action. Le lutin, il va faire quoi? Il va tracer le losange. Donc, on rappelle, on l'a vu tout à l'heure, quand on traçait le losange, j'avais dit, attention, à la fin, on retourne de 60, donc le lutin, il se remet en position comme ça, à l'horizontale. Donc, il regarde de nouveau par là. Une fois qu'il a tracé son premier motif, qu'est-ce qu'il fait? Il avance de 60, sachant que ici, la longueur, elle est simplement de 30. Si mon lutin, il avance de 60, il va se retrouver où? Il va se retrouver ici, lorsqu'il va redémarrer la boucle. Donc, et ça, il va le faire 6 fois. Donc, il va tracer un premier losange, il va recommencer une deuxième fois, tac, il va avancer, etc. Il va avoir 6 losanges, mais attention qu'ils ne seront pas collés les uns aux autres, avec un espace à chaque fois de 30 entre eux. Ça, c'est si on a obtenu, par le hasard, le résultat 3. Donc, on aura nos 6 losanges et, attention, quand il aura terminé de tracer les 6 losanges, qu'est-ce qu'il va dire? Le lutin, il va dire, voici le dessin. Donc, est-ce qu'on a une des captures qui correspond à ça? Si, regardez ici, on a bien les 6 losanges et le lutin à la fin qui nous dit, quand il a fini, il a avancé encore, il est par là. Donc là, ça marche. Donc la capture numéro 2, on la garde. Maintenant, si on revient, attention, ça c'est si on obtient la valeur 3. Si on n'obtient pas la valeur 3, qu'est-ce qui se passe sinon? Tout simplement, il va nous dire quoi? Notre lutin, notre chat, il va nous dire perdu. Et est-ce qu'on avait quelque chose qui correspondait aussi? Oui, on avait la capture d'écran numéro 3 où tout simplement le chat il disait perdu. Voilà pour cette question, tout simplement. Donc les captures numéro 2 et 3. Alors, attention, on clique sur le drapeau vert et on observe le message affiché. Quelle est la probabilité que le message affiché soit « Voici le dessin ». Alors attention, le chat il va nous dire « Voici le dessin » si le nombre obtenu c'est le 3. Mais quand on lance le programme, on a la possibilité aussi d'avoir 1 et 2. Donc on a 3 possibilités et on n'a qu'une chance que le chat nous dise « Voici le dessin » puisqu'on n'a qu'une chance sur 3 d'avoir la valeur 3. Donc la probabilité, ce sera quoi? Ce sera une chance sur 3.
Donc on aurait pu dire ainsi, pour que le message affiché soit voici le dessin, il faut obtenir le nombre 3 parmi 1, 2 et 3. Donc la probabilité de voir ce message est donc de une chance sur 3. Alors pour finir, on faisait quoi? On lance de nouveau le programme 100 fois et on regroupe les résultats obtenus dans le tableau suivant. Donc on voit que sur les 100 lancés, on a eu 40 fois voici le dessin et 60 fois perdu. Alors calculer la fréquence de l'affichage voici le dessin. Alors, je vous rappelle que pour calculer une fréquence lors d'une expérience, on va faire quoi? L'effectif de la valeur sur l'effectif total. On a obtenu combien de fois voici le dessin? On l'a obtenu 40 fois sur un total de 100. Donc 40 centièmes, on peut l'écrire, ça fait 0,4. On aurait pu aussi écrire 40%. Donc là, on ne nous précisait pas si on voulait en écriture décimale ou en pourcentage. On aurait pu le laisser en fraction aussi en le simplifiant. 2 cinquièmes. La dernière question, c'était pourquoi ce résultat est-il différent de celui obtenu à la question 5? Alors à la question 5, on nous a demandé quoi? Quelle est la probabilité d'obtenir le message voici le dessin? Donc on nous a demandé une probabilité. Une probabilité, c'est une fréquence théorique, d'accord? C'est qu'est-ce qui pourrait se passer en théorie. Or là, les résultats, ce sont les résultats de l'expérience. C'est normal que les résultats de l'expérience, ils soient différents des résultats de la probabilité. Encore plus que on a simplement réalisé l'expérience 100 fois. Vous avez vu en classe que plus vous allez réaliser une expérience, plus la fréquence de réalisation d'un événement va s'approcher de la probabilité, d'accord? Mais elle sera jamais égale. On aurait pu rédiger ça de la manière suivante. Alors, sachant que si vous arrêtez à la première partie, déjà c'est très bien. La probabilité de voir s'afficher voici le dessin, on a vu qu'elle était de 1/3. La fréquence observée dans l'expérience, on a vu qu'elle était de 0,4. Donc bien différente, elle était supérieure. Donc on pourrait dire que la probabilité, c'est une fréquence théorique, attention. Donc il est donc normal que le résultat de la fréquence obtenue en réalisant l'expérience, elle soit différente. Et on aurait pu préciser, voilà, qu'en renouvelant un grand nombre de fois l'expérience, la fréquence qu'on observe au niveau expérimental, là, à ce moment-là, elle va s'approcher petit à petit de la probabilité. Elle s'approche, mais elle n'est jamais égale. Donc voilà pour la correction de ce sujet de brevet d'Amérique du Nord. Voilà, en attendant d'autres corrections à venir, je vous souhaite de bonnes révisions.